Fin du shutdown US le plus long de l'histoire, 44 jours, les conséquences immédiates pour le marché action en termes de liquidité, en termes de statistiques macroéconomiques, en termes de visibilité pour la Fed. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi, comme chaque lundi, de retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun, où nous allons parler en détail, mais ce ne sera pas rébarbatif, de ce shutdown US qui s'est enfin terminé la semaine dernière, alors qu'il pourrait reprendre à partir du début du mois de février, soyons clairs, puisque c'est un financement ouvert jusqu'à la fin du mois de janvier, et que les dissensions au sein du camp démocrate sont énormes, que ça s'est joué à une voix près, et que le problème de fond, le financement des frais de santé, n'est pas résolu. Alors, il y aura peut-être un vote en décembre, si les républicains tiennent leurs promesses, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le shutdown. Le sujet, j'en ai déjà parlé dans la dernière émission du Top Gun, mais là, je vais aller encore plus loin dans les précisions, dans les conséquences. Je vais les chiffrer. Le sujet, c'est bien sûr ce que peut représenter la fin de ce shutdown, qui est donc long, 44 jours. Le précédent record, c'était 35 jours, en termes de liquidité. Et je vais vous expliquer notamment la différence avec ce que fut le shutdown à cheval à l'époque sur les mois de décembre 2018 et janvier 2019. Ça n'a rien à voir en termes d'impact, parce que la structure du shutdown, sa nature était différente, la nature de la liquidité en amont était différente. Vous allez voir, tout ça est passionnant. Alors, effectivement, le principal point, c'est le TGA, le compte de l'État fédéral américain auprès de la Fed. Ce même compte qui, vous le savez, puisque je vous l'ai expliqué plusieurs fois, a été rempli massivement du mois de juin à la fin du mois de septembre. Et manque de peau, hasard du calendrier, le shutdown commença le 1er octobre. Et donc, arriva la situation compliquée d'avoir un compte de l'État fédéral rempli à ras-bord, prêt à se déverser sur l'économie, prêt à se déverser sur les banques, et puis les banques ensuite distribuent ça à qui de droit, mais tout a été fermé le 1er octobre, et donc les fonds sont restés sur le TGA et ne sont pas allés vers l'économie et les marchés via le système bancaire. Tout ça, je vais vous l'expliquer. Alors, ces fonds, c'est quand même 800 milliards de dollars. C'est pas rien, 800 milliards de dollars. Ça va petit à petit aller sur les marchés. Et la différence principale avec le shutdown de 2018-2019, vous savez ce que c'est? C'est que au moment du shutdown de 2018-2019, le compte de l'État fédéral, il était vide, quasiment vide. Et le shutdown est arrivé. Bon, dommage. Sauf que le shutdown arrive, l'État fédéral, il est fermé, il ne peut rien faire. Et lorsque le shutdown s'est terminé à l'époque, dans les 2 semaines qui ont suivi la fin, la réouverture du gouvernement, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a rempli son compte auprès de la Fed en émettant des obligations. S'il émet des obligations, il retire de la liquidité du marché. Et 3 semaines après, il a redistribué cette liquidité. Sauf que là, nous, dans notre cas de figure, étant donné que les 4 mois avant le shutdown, l'État fédéral avait rempli son compte en émettant des obligations, là, il est prêt, il n'a pas besoin d'abord de retirer de la liquidité pour ensuite la redistribuer, il l'a déjà, il va la distribuer tout de suite. Concrètement, les signaux techniques que vont donner les marchés dans les 10 jours qui suivent la réouverture du gouvernement US, donc un peu la fin de la semaine dernière, où gentiment les travailleurs fédéraux sont revenus au boulot à partir de jeudi, mais c'est vraiment là, cette semaine, que les choses sérieuses commencent, il va falloir être dans l'acceptation totale. Et je vous le dis, soyez dans l'acceptation totale des conséquences techniques pour les marchés, puisque il n'y a pas besoin d'attendre 2-3 semaines que l'État renfloue son compte et distribue. Non, non, c'est tout de suite. Donc l'effet, c'est tout de suite. Alors, il n'y a bien sûr pas que ça. Il y a aussi tout l'aspect de toutes ces statistiques en retard. Il y a un CPI, 2 PCE, 2 rapports NFP,
Tout ça, c'est édité par le ministère du Travail, par le ministère du Commerce. Ces chiffres, la Fed en a besoin pour sa décision de politique monétaire du 10 décembre. Et là aussi, actuellement, c'est équi-probabilité. Équi-probabilité entre baisse de taux, pas baisse de taux. Tout ça va être passionnant. Les conséquences sont multiples de cette fin du shutdown. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, j'ai oublié mon plan. Non, je rigole. Première partie, on se refait un passage en vue de tous les shutdowns de l'histoire. Ça va être rapide. C'est un tableau, vous allez voir pourquoi c'était le plus long. On chiffre tout, ici, on chiffre tout. Deuxième partie, gouvernement fédéral. En fait, qu'est-ce que ça pèse? Qu'est-ce que ça pèse dans l'emploi US? Qu'est-ce que ça pèse dans le PIB américain? Est-ce que ce shutdown était vraiment une source d'inquiétude pour les entreprises? J'ai toutes les données, je vais vous les montrer. Troisième partie, la principale. Enfin, il y en a deux principales, elles arrivent. Première, eh bien, ce fameux TGA. La situation est donc très différente avec le shutdown de 2018-2019. Je vais vous expliquer pourquoi. Je chiffre et vous allez voir à peu près dans quel timing ce cash va revenir sur les marchés, par quel mécanisme. Quatrième partie, les statistiques américaines. Alors là, lesquelles sont en retard, pourquoi elles sont décisives, qu'est-ce qu'a fait la Fed en attendant, où en est la probabilité d'action de la Fed en décembre, est-ce que ces stats vont être publiés? Là, il y en a quand même un paquet en retard. Est-ce qu'elles vont être publiées d'un coup? Combien de temps il faut pour les publier? Étant donné que ça n'a jamais été aussi long le shutdown, il y a un CPI, deux PCE, deux NFP. Est-ce que d'un coup, le même jour, tout va être publié? Ou est-ce que ça va être dispatché petit à petit? Et puis celles qui arrivent devant nous, est-ce qu'elles vont être publiées à temps? Enfin, il y a plein de sujets. La Fed, elle veut un maximum de données avant le 10 décembre. Et bien sûr, eh bien, les premières conséquences techniques sur le S&P 500, sachant qu'en fait, c'est vraiment les signaux techniques de cette semaine qui vont être importants, et ça sera encore plus. En fait, il va falloir attendre que les stats en retard soient publiés pour vraiment pouvoir jauger des signaux techniques dans l'impact sur le marché action de cette réouverture du gouvernement américain. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition. Conséquence de cette fin du shutdown, de cette réouverture du gouvernement US sur le marché action, le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction, mais je l'affiche ici à nouveau, je l'affiche là, ici. Donc, 5 grandes parties, et première partie sans transition. Il s'agit, oui, en effet, du shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Vous avez sous les yeux tous les shutdowns de l'histoire américaine, avec un certain nombre d'informations. Reposons le contexte. Pourquoi je pose la question, pourquoi je fais une vidéo spéciale sur cette fin de shutdown? J'ai beaucoup couvert ce sujet depuis le 1er octobre, et maintenant qu'il est terminé, c'est pour reposer les bases et voir que cela reste un sujet majeur. D'autre part, attention, cette réouverture du gouvernement américain, c'est jusqu'à fin janvier. Il peut très bien refermer à partir du début du mois de février. Il faut avoir conscience de ce que ça représente, surtout là qu'une partie du camp démocrate se sent trahi. Donc, ça risque d'être compliqué s'il n'y a pas d'accord trouvé sur ces financements de frais de santé d'ici le mois de janvier. Premier shutdown en 1980, il avait duré 1 jour, quasiment pas d'impact. 1981, 2 jours, on voit tout de suite 80 millions. 1984, 2 jours, 100 millions. 1990, 3 jours, 1 milliard. 1995-96, 21 jours, 6 à 10 milliards. 2013, 16 jours, 24 milliards. Ici, c'était donc le shutdown le plus long de l'histoire, le plus proche de nous, à cheval sur décembre 2018, janvier 2019, 35 jours. Il avait compté 11 milliards, 3 milliards ont été permanents. Donc là, il a duré 44 jours, donc c'est beaucoup, ça va coûter beaucoup. Et pendant cette période, un grand nombre de services de l'État fédéral ont été suspendus. Donc première chose, cet événement pèse et important et aurait pu basculer dans un côté extrême si un accord n'avait pas été trouvé ce mois de début de novembre, sachant que la Fed s'exprime début décembre, qu'elle a besoin de chiffres, et que la situation devenait extrêmement compliquée, notamment pour toutes les personnes qui ont accès, qui ont besoin de l'aide alimentaire pour survivre. Et aux États-Unis, il y a 40 millions de personnes qui ont besoin d'aide pour manger et boire. Boire peut-être pas, mais pour se nourrir en tout cas. C'est donc la fin du shutdown le plus long de l'histoire. Alors, est-ce que vraiment est-ce si important pour l'économie? Oui, ça l'est. Il y a plusieurs façons de comprendre que cet événement est important pour l'économie, à la fois donc en termes de liquidité, ça j'y viens, mais commençons par le commencement, en termes d'impact dans le fonctionnement de l'économie américaine,
c'est-à-dire dans le travail des gens, dans le fonctionnement des entreprises, dans le poids du PIB américain. En fait, tout cela se traduit à travers essentiellement l'emploi. Alors, est-ce que le gouvernement fédéral, puisqu'on là on parle bien des employés fédéraux aux États-Unis, vous avez donc, c'est une fédération d'États, chaque État a son propre fonctionnement, chaque État a ses propres lois, a son autonomie relative, mais au niveau fédéral, il y a des millions de personnes qui bossent pour l'État fédéral. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 2,2 millions de personnes. C'est environ 1,3% de la population active aux États-Unis. Les États-Unis comptent environ 330-340 millions d'habitants. Vous avez une population active de 170 millions de personnes. Donc c'est 1,3% de la population active, c'est pas énorme. En termes de salaire, de compensation, donc de revenus, ça représente 1% du PIB américain. Là, vous allez me dire, bon, ok, finalement, tout ça pour ça, c'est pas très important. Non, non, si, c'est très important. Pourquoi? On avance. N'oubliez pas, l'État fédéral, c'est la politique budgétaire. L'économie est drivée par le cycle macroéconomique, par la politique monétaire, par la politique budgétaire. Là, nous allons entrer dans les gros chiffres. L'État fédéral dépense, investit, prête, soutient. L'État fédéral, 6,5 trillions de dollars des dépenses de l'État fédéral américain. C'est un quart du PIB des États-Unis. Les États-Unis, c'est 25 trillions de dollars leur PIB. C'est d'ailleurs la market cap de l'or d'ailleurs a dépassé ces 25 trillions de dollars. Les dépenses de l'État fédéral, c'est gigantesque. Vous retirez ces dépenses, c'est la dépression économique. 25% du PIB. Les revenus de l'État fédéral, 20% du PIB. Le déficit, 6% du PIB. Les investissements de l'État fédéral dans les infrastructures, non, parce qu'il n'y a pas que le paiement des salaires. Vous avez aussi la politique budgétaire, à travers l'investissement public dans les infrastructures, la recherche et développement, les biens et services, 1,5% du PIB. Et là, vous avez tout un tas d'autres chiffres, les aides aux États fédéraux, 4 à 5% du PIB. Donc si on fait la synthèse de tout ça, vous savez que la formation du PIB, vous avez donc la consommation, l'investissement et le commerce extérieur. Dans les pays occidentaux, la consommation, notamment pour l'économie américaine, la consommation des ménages, c'est 80% du PIB. La part totale, lorsqu'on additionne tous les salaires, les investissements, tout ce qu'en fait l'État fédéral octroie au système bancaire, et le système bancaire redistribue les revenus. Si on fait une synthèse globale, c'est la dernière ligne de ce tableau, le poids total de l'État fédéral dans la consommation, l'investissement, l'impact total, c'est 8 à 9%. C'est donc énorme. Et ces 8 à 9%, en période de shutdown, sont mis entre parenthèses. Vous avez ici un certain nombre de détails, notamment sur les secteurs sur lesquels interviennent l'État fédéral, et vous avez tous les secteurs clés dans la défense, l'aérospatiale, la tech, en fait, tous les secteurs qui ont porté le S&P 500. Donc là, tout de suite, effectivement, on peut se dire, bon, l'État fédéral, c'est 2 millions d'employés, c'est même pas 1% de la population active US. On voit en fait concrètement qu'on a un impact global qui est plus proche des 10, 15, 20% que de 1%. Ça, c'est la première chose. Donc, pour résumer, nous sommes, enfin nous, les États-Unis, la planète finance, parce qu'il nous intéresse, est sortie du shutdown le plus long de l'histoire. En termes d'impact, en termes d'emploi, c'est pas si conséquent que ça, mais en termes d'investissement, en termes d'impact sur la consommation des ménages, c'est majeur. Et concrètement, vous mettez à l'arrêt l'État fédéral pendant une période prolongée, donc là, on n'a jamais connu plus de 44 jours, et si cet État fédéral est à l'arrêt sur un trimestre, sur ce trimestre, le PIB américain est en baisse. Sur ce trimestre, le PIB américain est en baisse. Alors là, il n'y aura pas d'impact sur l'emploi, parce que dans l'accord qui a été trouvé avec les démocrates,
toutes les personnes qui ont été licenciées pendant le shutdown sont réintégrées, sont censées l'être. On verra si le gouvernement tient ses promesses. Bon. Maintenant, on approche, on a vu l'emploi, on a vu la consommation, on a vu tout un tas de chiffres, on a vu la durée. Vous allez dire, bon, ok, c'est bien marrant, quel est le lien avec le S&P 500? Le lien avec le marché action se fait à travers les entreprises. Pourquoi? Parce qu'un indice boursier n'existe que parce qu'il est composé d'actions. Ces actions sont bien émises par les entreprises, à la base, qui ont besoin de financement. Bon. Elles lèvent les fonds, puis les actions circulent, cotent. Alors, vous avez sous les yeux un sondage que j'ai trouvé intéressant, qui a été réalisé par FactSet, et qui consiste en fait à interroger les entreprises des 11 secteurs du S&P 500. Donc, vous avez ici les 11 super secteurs du S&P 500, puisque les 500 entreprises du S&P 500 sont réparties dans ces 11 secteurs. Et l'idée, ici, était de demander, l'idée, en fait, l'étude a porté sur le fait de savoir si, dans leurs résultats du troisième trimestre et dans leurs perspectives, est-ce que ces entreprises avaient cité l'inquiétude du government shutdown. Et vous allez voir que les résultats, notamment dans les secteurs clés, sont importants. 35% des entreprises du secteur industriel s'inquiétaient du shutdown. 27% des entreprises du secteur de la tech. Et vous connaissez le poids de la tech dans le S&P 500. 23% dans le secteur de l'immobilier. 17% dans des valeurs financières. Pourquoi? Parce que tous ces secteurs sont abreuvés d'investissement de l'État, de soutien de l'État. Donc plus ça dure, eh bien, ces enveloppes d'argent qui ne tombaient pas pouvaient derrière créer un problème d'activité et un problème de revenus et in fine un problème de profit pour ces entreprises. Heureusement, ce shutdown s'est arrêté. Donc oui, 44 jours, cela commence à représenter donc une inquiétude pour le marché action et donc marginalement, effectivement, le fait que cela se termine, logiquement, produit un effet positif sur les actifs risqués en bourse. Alors, est-ce que cet effet sur les actifs risqués en bourse, cet effet est-il structurel? Est-il de long terme? Alors non, ce n'est pas un effet de long terme, c'est un effet à court terme. Nous allons maintenant aborder les sujets qui peuvent nous faire tendre vers justement cet effet de long terme. Il y a deux aspects, j'en ai parlé dans l'introduction. Numéro 1, l'aspect liquidité. Numéro 2, l'aspect statistique et visibilité pour la Fed, et donc perspective de politique monétaire. Et là, l'aspect liquidité et l'aspect visibilité et perspective de politique monétaire de la Fed, ça c'est structurel, ce n'est pas uniquement l'impact à court terme. Le fameux TGA va donc pouvoir se vider normalement. Je vous rappelle donc qu'entre les mois de juin et fin septembre dernier, le TGA, le Treasury General Account, le TGA, le compte courant du Trésor public américain auprès de la Fed, était en phase de remplissage. C'est-à-dire que l'État fédéral émet des obligations. Lorsqu'il émet des obligations, le secteur privé prête, les investisseurs prêtent du cash, donc ce cash quitte le marché. Pendant 4 mois, donc, la Fed, l'État fédéral a retiré du cash du marché, a baissé la liquidité nette. Ce cash est allé se loger et se stocker sur son compte courant auprès de la Fed. On arrive fin septembre, le TGA a été rempli, et là, l'État fédéral était prêt à dépenser. Mais manque de peau au niveau politique, puisqu'il s'agit bien de politique, eh bien, il y a eu un blocage, puisque le shutdown a commencé le 1er octobre à cause de l'absence d'accord entre les démocrates et les républicains. Nous nous sommes retrouvés donc dans une situation particulière, un TGA rempli fin septembre et un shutdown démarrant le 1er octobre à minuit et 1 seconde. La liquidité était retenue. À partir du moment, et j'arrive avec des détails chiffrés, à partir du moment où le shutdown se termine, la liquidité peut reprendre son flux habituel, sa trajectoire prévue, à savoir revenir vers l'économie, revenir vers le système bancaire, et les banques redistribuent ces revenus comme convenu par les différents contrats de travail, les contrats d'investissement, etc. Est-ce que ça représente beaucoup? Et quelle est la différence avec le précédent shutdown majeur? Le dernier shutdown, alors oui, l'impact sera majeur. L'impact est majeur. Attention, c'est pas un QE, d'accord? Il faut être bien clair sur ça. C'est pas un quantitative easing.
Cette histoire de liquidité, elle compte. J'en parle, je vais vous donner des détails. Mais pour moi, le plus important, c'est la mise à jour des statistiques économiques pas publiées et ce qu'en fera la Fed. Mais tout de même, regardez bien ce tableau. Le précédent shutdown le plus long de l'histoire, c'était à cheval entre décembre 2018 et janvier 2019. La différence près, c'est qu'à l'époque, lorsque le shutdown a commencé, le TGA, donc le compte du Trésor public auprès de la Fed, était quasiment vide, très bas, autour de 100-200 milliards. Le shutdown a duré 35 jours à l'époque. Lorsque le gouvernement US a réouvert, il a fallu 1 à 2 semaines pour que l'État fédéral émette des obligations, remplisse son TGA et derrière puisse reprendre ses opérations courantes, réinjecter de la liquidité dans le système bancaire, repayer les salaires, honorer les contrats d'investissement, dette publique, etc., de financements divers et variés. Ça, c'était l'exemple de décembre 2018, janvier 2019. Il a fallu attendre 1 à 2 semaines. Dans notre cas de figure à nous, c'est différent. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué qu'entre juin et septembre dernier, le TGA avait été rempli, et pas qu'à moitié. 850 milliards de dollars. Fin septembre, 850 milliards de dollars étaient sur le compte de l'État fédéral auprès de la Fed. L'État fédéral n'a pas besoin d'émettre la moindre obligation. Puis jeudi dernier, et ça va commencer surtout cette semaine, l'État fédéral va pouvoir... attendez que les mecs se remettent au travail. Et à partir de là, lundi, mardi, ces 850-900 milliards vont petit à petit revenir vers le système bancaire. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de phase d'attente. À la différence du précédent shutdown le plus long d'histoire de 35 jours, il n'y a pas de phase d'attente. Donc il peut y avoir un impact sur le dollar US, sur les taux d'intérêt du marché, bien sûr sur les actifs risqués en bourse. Tout ce que je veux vous dire, c'est que les signaux techniques qui vont être donnés cette semaine vont pleinement intégrer le retour de cette liquidité. Il faudra donc les accepter. Bien sûr que ce retour de liquidité, alors il est majeur, ce n'est pas un programme de quantitative easing, c'est le fonctionnement normal de l'État fédéral. Ce n'est pas structurel. Mais je voulais absolument préciser le fait que, puisque j'ai pu lire des articles qui ont commis l'erreur sur ce sujet, et qui prétendaient qu'il fallait attendre début décembre pour vraiment voir l'impact de la réouverture. Non. Le TGA est rempli, donc c'est tout de suite. Donc les clôtures weekly, les clôtures techniques weekly de cette semaine seront majeures sur le marché action. Mais ce qui est pour moi, et de très loin, le plus important, ce qui aura un impact structurel dans le cadre de cette réouverture du gouvernement américain, ce sont les mises à jour des statistiques macroéconomiques en retard de publication. C'est le ministère du Travail qui édite l'inflation CPI et le rapport NFP. C'est le Bureau des études économiques qui édite l'inflation PCE. Le PCE, je vous rappelle, est l'indice d'inflation favori de la Fed. La BLS, c'est le ministère du Travail. Le BEA, lui, dépend du département du commerce. Vous avez donc le département du Travail, US, et le département du commerce, qui éditent les trois vraiment seules statistiques qui comptent. Le rapport NFP, publié le premier vendredi de chaque mois. L'inflation CPI et l'inflation PCE. Ces chiffres, depuis le 1er octobre, ne sont pas publiés s'il y a eu la mise à jour d'un chiffre de l'inflation CPI. Mais la Fed, elle, rappelez-vous, dans ses projections macroéconomiques, elle regarde l'inflation PCE. En clair, vous avez 2 rapports NFP en retard et 2 inflations PCE en retard. Ces chiffres-là vont être mis à jour cette seconde partie du mois de novembre. Ces chiffres-là vont décider non seulement du choix de la Fed le 10 décembre, et vous savez qu'actuellement il y a équiprobabilité entre baisse de taux ou statu quo, mais surtout des perspectives de politique monétaire du premier trimestre 2026. Car début décembre, la Fed va mettre à jour ses projections macroéconomiques pour le premier trimestre 2026. En clair, si la Fed, avec ses chiffres, n'ouvre pas des perspectives de cycle baissier des taux d'intérêt, ça va être très compliqué pour le marché action. Et vous savez qu'actuellement, il est très cher en termes de valorisation, largement topiche sur le plan technique, etc. Et c'est pour moi là où je pense qu'il y a des conséquences qui vont être majeures
et c'est, je pense, beaucoup plus important que cette liquidité. Je vous ai fait un récap ici, de tous les chiffres en retard de publication. Le PCE du 26 septembre, le NFP du 3 octobre, celui-ci donc a été publié. Là, je me suis trompé, pardon. Le PPI du 16 octobre, le PCE du 31 octobre, le NFP du 7 novembre, CPI, PPI du 13 novembre. Bon, voilà. Et puis bien sûr, il reste le PCE fin novembre et le NFP début décembre. Normalement, ceux-là vont être publiés. Et donc tous ces chiffres en retard vont pouvoir être publiés avec cette fin du shutdown et vont venir alimenter, forger la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis le 10 décembre prochain. Et ça, oui, c'est entièrement décisif. Donc, c'est un impact encore plus structurel pour l'économie. Alors, quelles sont les premières conséquences techniques? Moi, encore une fois, c'est ce que je vous expliquais. Ce qui compte pour moi, ce sont les conséquences techniques de cette semaine. Cette semaine, alors peut-être que cette semaine va voir la publication de chiffres macroéconomiques en retard, mais cette semaine, c'est vraiment là où la liquidité revient, et donc les prochaines clôtures techniques hebdomadaires seront majeures. Alors jetons quand même malgré tout un œil rapide sur la situation actuelle du S&P 500. Donc tout d'abord, je vous rappelle qu'en données mensuelles, nous sommes en surachat mais sans divergence. Les fins de précédentes bull market, c'était le surachat et les divergences. Il n'y a pas de divergence. 100% de hausse depuis le début du bull run, comme ce bull run ici. Voilà, ça c'est pour resituer le contexte. Nous sommes toujours dans cette vague 5 haussière qui fait de la résistance, mais qui est au bout du bout, dans un haut de canal, avec des targets théoriques de vague 5. Alors, il y a ici un range. Alors, les divergences pour moi les plus puissantes sont les divergences en zone extrême. Vous voyez, il y a quand même une différence entre cette divergence et toute celle ici que vous voyez dans le passé. Malgré tout, ça pourrait être aussi, regardez, une espèce de figure de continuation. Nous sommes topiches, mais en tout cas, au moment où j'enregistre la vidéo, il n'y a pas de signal de renversement. En réalité, je vous en parlais la semaine dernière, c'est très propre. L'idée, c'est que tôt ou tard, le S&P 500 reviendra à son ancien record historique. Regardez ici le choc de la crise commerciale. Le S&P 500 a droppé au contact de son ancien record historique. Et donc, je vous propose de regarder la moyenne mobile à 50 jours. Regardez, elle est là. Le jour où on casse la moyenne mobile à 50 jours, on revient chercher l'ancien record et la moyenne mobile à 200 jours. Vous pouvez y ajouter les enseignements du système Ichimoku. Regardez les signaux extrêmement propres du nuage du système Ichimoku. Tant qu'on est au-dessus, c'est bullish. Le jour où ça casse, on fera le pullback à l'ancien record. Alors, il n'y a pas de surachat sur l'aspect quantitatif, donc il semble que ça laisse de la marge de manœuvre. Et surtout, le réservoir des vendeurs est archi rempli. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de vendeurs. Vous savez, les tops se font dans l'euphorie. Il y a encore beaucoup trop de vendeurs finalement pour qu'on soit dans le top final. Manque-t-il une dernière leg up? Et nous verrons cela cette semaine avec les signaux techniques qui seront donnés à la clôture. Merci à toutes et à tous de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.